Alors, je suis très content d'avoir découvert Dole hier soir, que je ne connaissais pas. Bon, Strasbourg-Dole, c'est plus difficile à faire que Strasbourg-Paris, mais Axel n'a pas voulu affréter son jet privé parce qu'il était soucieux de mon empreinte carbone. Voilà. Et donc, il m'a lancé ce défi que j'ai accepté d'introduire ces journées, alors que je ne suis pas un expert de la mobilité, je tiens à le dire tout de suite, mais vous allez avoir plein d'experts de la mobilité dans la journée qui vont nous remettre les pieds sur terre, et en tout cas les miens. Je vous propose un clin d'œil, une réflexion sur la question de la mobilité à partir de deux aspects. D'abord ma discipline, l'anthropologie, et ensuite sur un aspect plus citoyen, en revendiquant une naïveté, voilà, que peut-être sera mise un peu à mal au cours de la journée. Donc, lorsque Axel et Jeanne-Marie m'ont sollicité pour introduire cette journée, j'ai immédiatement pensé, ça fait écho à une recherche que je mène pour une ONG pour laquelle je travaille depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Mémoire de la Terre et Développement, et qui m'amène beaucoup en Afrique centrale. Actuellement, je mène une recherche sur un groupe pygmée. Alors, je dis pygmée par commodité parce que ça va vous parler, mais en fait, le mot pygmée est très mauvais, puisqu'en fait c'est l'antonyme de bantou qui veut dire vrai homme, donc pygmée ça voudrait dire pas vrai homme, quoi. Donc entre nous on préfère parler de peuple autochtone, mais il s'agit de ceux qu'on appelle communément pygmées. Donc le groupe sur lequel je travaille s'appelle les Batois, et c'est un groupe de nomades qui malheureusement est réduit en esclavage depuis plusieurs décennies par les Bantous, et donc l'ONG essaye de promouvoir les traditions immatérielles de ce groupe pygmée. Donc j'ai fait une première recherche auprès de certains de ces groupes qui avaient été donc sédentarisés de force, puisque finalement ils habitent une forêt qui est source de richesse, bois précieux, gisements divers et variés. Et donc les premiers groupes que je rencontre sédentarisés sont totalement déculturés. C'est-à-dire en l'espace de quelques mois, de quelques années, ce sont des groupes qui ont complètement perdu leurs repères, qui sont dans des rapports déstructurés au temps et à l'espace, et qui sont victimes de l'ostracisme et de violence de la part des Bantous. Donc il était nécessaire pour moi d'aller rencontrer ceux qui sont mobiles, ceux qui sont nomades, et donc en 2020, je suis parti à la rencontre d'un groupe nomade de Batois en forêt équatoriale, un groupe de 157 personnes. Déjà, puisqu'on parle de mobilité, il m'a fallu faire Paris-Kinshasa en avion, puis de Kinshasa prendre un petit bimoteur jusqu'à Colé, un chef-lieu, et puis un autre bimoteur pour se rapprocher un tout petit peu de ce groupe. Et là, première difficulté, nous étions 4 à partir et on nous dit non, c'est un avion de la Caritas qui amène des médicaments et on veut bien prendre 2 passagers mais pas 4. Donc je pars juste avec mon vidéaste et le chauffeur du bimoteur nous dit 5 kilos par personne, pas plus. Voilà, sauf que la caméra faisait déjà 5 kilos. Donc nous sommes partis, les mains dans les poches, sans savon, sans brosse à dents, sans rien, en partant à l'aventure. Et nous arrivons à un premier village. Là, un 4x4 nous permet de faire encore un peu de chemin. Et puis, la forêt. Et là, même les 4x4 ne passent plus. Donc, et nous sommes encore à 350 km du groupe. Donc, une seule solution pour y arriver, la moto. Alors, ce sont des motos que je n'ai pas conduit, évidemment. Ce sont des conducteurs qui sont habitués à emmener les anthropologues et les ONG. Voilà, c'est des jeunes trentenaires, bodybuildés, musclés, qui roulent en moto à toute vitesse, les pieds quasiment par terre. Moi, j'étais accroché comme ça. Donc 350 km de moto en 2 jours sur n'importe quel terrain, des roches, des herbes, etc. Le Paris-Dakar, je ne vous dis pas l'état du dos après 4 jours de moto, 2 jours pour aller, 2 jours pour revenir. Et quand j'arrive, je découvre effectivement un groupe nomade. Et là, contrairement au groupe sédentaire que j'avais rencontré, la culture me saute au visage et je découvre un peuple merveilleux qui bouge. Et je me rends compte d'une chose très importante, c'est que en fait, ça me permet de comprendre peut-être comment nous-mêmes nous sommes passés du nomadisme à la sédentarité. C'est-à-dire que les pygmées, finalement, ils n'habitent pas une maison, ils n'habitent même pas un territoire, ils habitent l'espace.
Ils sont une partie de la forêt, et à ce titre, ils la vivent, mais ils ne la possèdent pas. Du coup, ça m'a... Et d'ailleurs, les groupes sédentaires que j'avais rencontrés les années précédentes, il y a quelque chose de très étonnant qui a été confirmé par des études scientifiques, c'est que lorsque les pygmées sont sédentarisés de force par les bantous, figurez-vous, ils grandissent. C'est-à-dire que leur petite taille est en fait une adaptation au milieu. Ça m'a ramené quelques années en arrière, puisque Axel, tu rappelais qu'avant d'être anthropologue, j'avais été travailleur social et directeur d'établissement. J'étais directeur d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour ceux qui connaissent Strasbourg, qui s'appelle la Cité Relais et qui est juste en face de la prison. Mais quand j'ai pris la direction de cet établissement, la prison n'existait pas, c'était un terrain vague et il y avait des gitans. Et ces gitans ont été expropriés pour laisser place à la nouvelle prison. Et on les a sédentarisés de force, c'est-à-dire on les a mis en HLM, alors qu'ils avaient été nomades jusque-là. Et le chef de la tribu est venu, la larme à l'œil, m'offrir sa chèvre, quelques poules, quelques canards, puisqu'il ne pouvait évidemment pas les emmener en appartement. D'une certaine manière, je me disais, la sédentarité, c'est le capitalisme, et le nomadisme, c'est ceux qui sont repérés comme étant finalement des voleurs. Le Conseil de l'Europe rappelle, par exemple, que le peuple le plus stigmatisé en Europe, ce n'est pas les Africains du Nord et les Africains subsahariens, c'est les Roms. C'est-à-dire ceux qui se baladent, ceux qui sont les voleurs de poules. Finalement, c'est toute l'histoire de la sédentarisation que je relis à travers les Batois, c'est-à-dire comment, finalement, nous passons d'une appréhension de l'espace à apprivoiser un territoire, se fixer sur un territoire, habiter un territoire, et ensuite habiter une maison, avec peut-être aussi le repli sur soi. La mobilité, du coup, pour nous, elle est finalement sans doute moi je la vis en tout cas comme une des grandes mutations de la fin du XXe siècle. J'ai le souvenir, étant étudiant à Strasbourg dans les années fin 70, début 80, d'une concierge qui était très drôle, que j'aimais beaucoup, qui était une militante communiste de la première heure et qui n'avait jamais quitté Strasbourg. Tout au plus le week-end allait-elle avec son mari pêcher le long du Rhin. Et quand je lui disais que j'allais passer mes examens à Paris, elle me disait non, n'y allez pas, c'est trop dangereux, faites attention. C'était pour elle l'aventure, c'était le bout du monde. Or, le monde, pour le meilleur ou pour le pire, est devenu peut-être un village. Ça, c'était un peu le clin d'œil de l'anthropologue. Maintenant, je vous propose peut-être un regard plus citoyen sur les mondes contemporains. Et je vous le propose à 3 niveaux. D'abord, il me semble, et on pourra en débattre, qu'on ne peut pas évoquer la mobilité si on ne parle pas des mutations que nous avons vécues et que nous continuons de vivre. On ne peut pas non plus parler de la mobilité si on n'évoque pas les différents âges de la vie. Et enfin, on ne peut pas parler de mobilité si on n'évoque pas les enjeux de la mobilité. Donc, les mutations tout d'abord. Alors, celles sans doute qui nous parlent le plus et qui nous sautent aux yeux, surtout pour ceux de ma génération, les sexagénaires, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes surtout mobiles dans des mondes virtuels. Nous arpentons des mondes virtuels qui nous prédestinent à aller toujours plus vite. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu le premier opus d'un film culte pour les ados, Matrix, mais j'étais effrayé lorsque je suis sorti de la salle de cinéma par cette espèce de non-arrêt sur l'image, cette espèce de choses comme ça absolument impressionnantes en termes de vitesse. Mais les technosciences ne sont pas pour moi la mutation la plus importante de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. La mutation la plus importante et qui joue aussi sur la mobilité, c'est les mutations de la famille.
C'est sans doute, pour les sociologues en tout cas, la plus grande mutation de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Et effectivement, la famille a tellement changé qu'elle a aussi imposé des mobilités. D'abord, nous ne vivons plus à plusieurs générations sous le même toit. Nous ne vivons plus forcément dans la même ville. Nos enfants sont parfois obligés d'aller faire des études dans des lieux géographiques différents. La mobilité du travail les amène aussi à s'éloigner, etc. L'autre mutation qui va effectivement engager des mobilités, c'est la mutation du travail. À différents niveaux d'ailleurs. D'abord, un travail où il faut aller toujours plus vite pour être concurrentiel, avec les cultes de l'efficacité, de la performance, un management qu'on entend quand même ici ou là de plus en plus agressif, avec des reproches à ceux qui n'ont pas l'énergie du déplacement, avec parfois un cynisme extraordinaire lorsque une entreprise délocalise et demande à des ouvriers au SMIC d'aller dans le pays délocalisé où ils vont perdre tous leurs acquis sociaux, voilà, et où d'une certaine manière, ça me donnait presque envie de faire une autre recherche, mais qui nous emmènerait très loin, c'est d'évoquer peut-être le langage de la mobilité, notamment dans le monde de l'entreprise. Et puis, parmi les autres mutations importantes, évidemment, il y a ceux qui envahissent le champ de l'actualité, c'est les flux migratoires, où tous les chercheurs en sciences sociales un peu sérieux nous le disent. Les flux migratoires aujourd'hui, c'est peanuts. Les flux migratoires qui nous attendent seront bien plus importants. Et puis, dernière mutation aussi, le tourisme. Alors là encore, peut-être ma génération, on a un peu rêvé. On a un peu rêvé avec, peut-être certains d'entre vous se rappellent de l'utopie relative de nouvelles frontières, voilà, mais qui permettait de voyager à moindre coût et parfois assez loin. Voilà, avec cette idée que peut-être le monde est un village et que nous sommes citoyens du monde. Mais en même temps, revers de la médaille, le tourisme de masse avec ses limites aujourd'hui clairement identifiées. Ça, c'était pour évoquer comme ça les mutations. Et puis, je me disais aussi, concernant la mobilité, on ne peut pas ne pas l'évoquer à travers les âges de la vie qui vont la jouer différemment. D'abord, c'est quand même toujours amusant de se rappeler que le bébé humain est le seul mammifère qui, dès la naissance, ne se déplace pas. Ce n'est pas un petit veau, ni un petit éléphanteau. Voilà, il a besoin de l'adulte, de ses parents ou de ses substituts de parents pour se déplacer. Et il va gagner en autonomie progressivement. Comme disait Françoise Dolto, pour apprendre à marcher, il faut apprendre à tomber. Voilà, et on est là pour l'accepter. Donc l'autonomie va être progressive, et ça va être, pour les parents en charge d'éducation, la mobilité va être le signe qu'il grandit. Tu évoquais les travaux sur les rites de passage. Beaucoup de rites de passage, c'est des voyages à l'étranger. Je pense par exemple à un jeune étudiant brésilien que j'avais accueilli à la maison, parce qu'au Brésil, alors pas le Brésil des favelas, le Brésil de la bourgeoisie et des classes moyennes, après le bac, on ne va pas tout de suite aux études ou à la formation professionnelle, on fait une année sabbatique à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose d'assez commun dans la classe moyenne, dans les classes aisées brésiliennes, avec l'idée qu'après une année sabbatique, on a mûri un projet et on peut entrer aux études, etc. Donc, vous voyez. Et puis, je pense aussi à beaucoup de mes étudiants, alors plutôt de l'université, qui, avant de se lancer dans les études, ont été ce qu'ils appellent eux-mêmes des backpackers, le backpacking, c'est-à-dire prendre son sac à dos et aller faire le monde, alors que ce soit, et pas seulement les routes de Katmandou, bien d'autres circuits. Évidemment, il y a aussi quelque chose qui intéresse, alors peut-être, quand je ne suis pas en Afrique, je travaille beaucoup avec les maisons des adolescents sur les problématiques adolescentes émergentes, et c'est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de nos adolescents, même ceux qui vont bien, ont un rapport au temps très différent de celui que nous avions à leur âge, avec un rapport à l'immédiateté qui est aussi tout à fait étonnant.
j'ai pu dire dans des précédentes recherches que les adolescents sont des caméléons parce qu'ils s'adaptent, ils ont une capacité d'adaptation au monde. On pourrait dire que l'adolescence change parce que les temps changent. Et donc, nous sommes dans un monde où la vitesse a été élevée au rang de valeur cardinale. Si vous avez Internet à la maison, j'espère que vous avez l'ADSL ou le câble, parce qu'il faut que ça aille vite. On est très content des TGV, des trains à grande vitesse, et on en veut toujours plus. Il faut être... la vitesse, c'est aussi ce qui permet d'être concurrentiel, ce qui permet d'être performant. Et c'est assez intéressant de voir, presque comme en miroir, que la vitesse, en France, c'est la première cause de mortalité des 15-24 ans. Et puis, pour terminer la pyramide des âges, eh bien, les vieux, les personnes âgées, avec un rapport au grand âge qui ne lasse pas de nous interroger, et d'interroger aussi d'ailleurs les Congolais quand ils me demandent comment va un peu notre pays. Une des choses qui étonne le plus les jeunes Congolais, c'est les maisons de retraite et les EHPAD où sont nos personnes âgées. J'ai beau leur expliquer très rationnellement que c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est parce que l'espérance de vie croît, c'est parce qu'il y a des dépendances, parce qu'il y a des soins qui ne peuvent plus être assurés par des proches, ce qui ne veut pas dire qu'on les abandonne et qu'on ne va pas les voir souvent et qu'on ne les aime pas. Mais même ça, même ces explications rationnelles ne les satisfont pas. Il y a un proverbe Congo qui dit ne pas garder un vieux chez soi, c'est comme jeter l'argent par la fenêtre. Voilà. Donc, et d'une certaine manière, on pourrait dire aussi que le temps, le grand âge, c'est aussi le temps de l'immobilité. C'est le temps où quelque chose se pose. Et puis évidemment, il y a les enjeux que l'on peut chacun percevoir de sa place de citoyen, de membre de la cité. Bien sûr, ça a déjà été évoqué dans les discours introductifs, les enjeux écologiques, mais aussi des enjeux au niveau de la santé. Alors, dans une autre vie, j'ai fait mon CAP de cuisinier, donc ce qui fait que j'ai toujours eu un intérêt particulier pour ce grand média du vivre ensemble qui est partager un repas. On a partagé d'ailleurs un très bon repas et un très bon vin grâce à Jeanne-Marie hier soir. Fabienne, excuse-moi. Voilà, donc vous connaissez tous cette appréhension particulièrement des jeunes pour les fast-food, et on a de plus en plus de fast-food dans nos villes et dans nos métropoles. Il y a un mouvement très intéressant aujourd'hui qui est né en Italie, mais qui est en train de se répandre un peu chez nous, c'est le slow food, c'est-à-dire repenser aussi notre rapport à la nourriture. Parmi les enjeux de la mobilité, celui qui me semble particulièrement sensible, et puis on le sent aussi un petit peu dans ce que tu lisais de David Le Breton tout à l'heure, c'est la question essentielle du vivre ensemble. Du vivre ensemble parce que dans les mobilités et les différentes mobilités, il y a aussi les conflits. Et les conflits urbains. À Strasbourg, où je vis, la mairie a mis à certains endroits dans la ville. Ici, les piétons sont prioritaires sur les vélos qui sont prioritaires sur les autos. Voilà. Bon. Pour vous dire à quel point, et si la ville a fait ça, c'est qu'effectivement, l'espace urbain est devenu un espace de conflictualité important. Les trottinettes ne sont pas aussi impressionnantes en nombre qu'à Paris, mais ça commence quand même à l'être. Les accidents sont fréquents. Strasbourg est une des villes qui possède le plus de pistes cyclables en site propre, mais malgré cela, les vélos ne s'arrêtent pas au feu rouge, roulent sur les trottoirs, enfin voilà, etc. Et les transports en commun sont compliqués. Et là encore, on a peut-être quelque chose qui
qui se joue différemment dans les espaces plus restreints par rapport aux métropoles. Comme ça, à titre d'exemple, j'étais il y a quelques semaines à Bayonne et j'ai été impressionné à Bayonne d'avoir des petits bus électriques mignons comme tout, voilà, qui se déplacent, et de voir que les gens, lorsqu'ils rentrent dans le bus, disent systématiquement avec un grand sourire « bonjour au chauffeur » et quittent le bus en disant systématiquement et avec le sourire au chauffeur « merci, au revoir ». Voilà. Après Bayonne, j'arrive à Paris, dans le métro, je ne vous fais pas un dessin. Voilà. Et, voilà. Et, oui, et on a comme ça des choses, des faits divers qui nous impressionnent. Comment, pour des pécadilles, des chauffeurs de bus sont molestés, par exemple. Et puis quand même, cette chose absolument extraordinaire, c'est que la voiture, quoi, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais la voiture rend con le plus gentil d'entre nous. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette race à part qui fait qu'un automobiliste a toujours raison, même quand il a tort? Voilà. Oui, c'est très bien raconté dans un... Voilà. Et puis, évidemment, on ne peut pas oublier non plus un autre enjeu qui est un enjeu plus politique. Hein, et vous verrez d'ailleurs à la librairie plus haut un très beau livre sur les gilets jaunes, qui était quand même historiquement au début, ça on l'oublie un peu, avant que ça parte en cacahuète dans tous les sens, c'était un mouvement de femmes. Les hommes les ont rejoints après, qui se sont d'abord battus pour des questions de mobilité et de désenclavement de leur territoire. Finalement, peut-être pour conclure, puis peut-être laisser aussi un espace aux questions, au débat, il me semble que la mobilité, ça interroge assez fondamentalement le sens de la vie. J'aime beaucoup un poète espagnol, Antonio Machado, qui dit « Le chemin se fait en marchant ». Voilà. Et peut-être que la mobilité, c'est aussi pour moi cela que ça évoque, avec peut-être quelque chose, je vois d'ailleurs qu'il y a des intervenants qui l'interrogeront au cours de la journée, ce que la pandémie nous a permis de comprendre. C'est-à-dire que finalement, alors sans doute que c'était plus facile de vivre le confinement à la campagne, dans une belle maison et un beau jardin, à 2 ou 3, qu'à 12 dans un studio au 14e étage. Mais ça a permis aussi de poser, de repenser nos déplacements. Ça a certainement accru de l'anxiété chez un grand nombre de nos concitoyens, mais ça a aussi permis parfois de repenser notre rapport au monde et à nos environnements. On voit par exemple le nombre de personnes après la pandémie qui ont quitté la ville pour aller vers la campagne. Et puis, peut-être pour interroger le sens de la vie, et ça fera le pendant avec ton introduction à Axel, c'est peut-être un clin d'œil à David Le Breton, dont vous trouverez aussi quelques ouvrages à la librairie, puisqu'il est très soucieux, effectivement, de nos manières de nous déplacer, voilà, avec un très joli livre sur la pratique du vélo qui s'appelle « En roue libre ». Et puis, ces 2 livres sur la marche, « Marcher la vie », et puis « L'éloge des chemins et de la lenteur ». Voilà, comment repenser peut-être le rythme de nos vies. Hein. Voilà, avec des fois cette chose très étonnante. J'évoquais tout à l'heure les mails. Nous sommes envahis. Alors moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'ai supprimé les mails de mon téléphone portable pour ne plus être envahi. Mais quand je rentre à la maison, évidemment, ils me tombent dessus. Hein. Je repars au mois d'avril en République démocratique du Congo, je suis déjà tout frétillant, voilà, et je commence à envoyer des petits messages à mes correspondants en disant « À partir d'avril, vous m'oubliez, je ne suis plus là, il n'y a pas de couverture portable, il n'y a pas d'accès Internet, il n'y a rien du tout, vous m'oubliez. » Voilà. Et je redécouvre le bonheur de la vie simple, de la vie au rythme lent, voilà, avec un rapport au temps différent. C'est d'ailleurs un des grands sujets de discorde entre les Batois et les Bantous, hein, puisque les Batois vivent dans une forêt qui est riche, donc ils travaillent maximum 1 heure par jour, ça suffit
pour cueillir un peu, chasser un peu. Donc pourquoi faire plus ? Et puis le soir, on s'arrête, on s'installe, on raconte des histoires aux enfants. Voilà. Il n'y a pas la télé, évidemment. On raconte des histoires aux enfants, puis après on couche les enfants, puis on discute entre adultes de la marche du monde, des petites affaires de la tribu. On se parle. Voilà. Aujourd'hui, on habite nos maisons. La télé a privatisé nos espaces. Se déplacer, point de suspension. Je vous remercie. Merci Thierry. Alors, effectivement, tu nous as bien montré que la mobilité elle est consubstantielle des mutations, des diverses mutations que tu as présentées, à la fois la mutation du travail, la mutation du tourisme, etc. Mais du coup, première question, avant que je donne la parole à Assal, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser comme question que nous sommes, puisque tu poses plutôt l'hypothèse qu'on est sédentaire, mais avec ces mutations, nous sommes plutôt nomades. Et si j'ai bien compris ton raisonnement, si on est des nomades aujourd'hui, on est des voleurs, quoi. Mais des voleurs de quoi ? Oui, mais je crois que voilà, j'ai commencé par un petit clin d'œil à mon ami David en disant il fait l'éloge de la lenteur et il est speed. Voilà, mais je crois que nous sommes tous dans ce paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que nous aimons habiter, nous aimons nous poser, et en même temps on a envie d'aller plus loin parce qu'on nous a donné le goût d'aller plus loin. Voilà, donc je suis impatient de retourner. Bon, et puis maintenant j'ai la chance de faire partie du club des joyeux retraités. J'ai envie de découvrir le monde. Et je me dis oui, ce serait quand même peut-être mieux d'y aller en voilier, quoi, plutôt qu'en avion, hein, pour l'empreinte carbone, etc. Voilà. Donc voilà, on est dans des paradoxes. Et peut-être que dans des choix, mais à tous les niveaux, hein. J'ai bien apprécié aussi les discours introductifs qui nous obligent à changer peut-être notre regard sur le monde, mais à des tas d'autres niveaux. Hein. Moi, je me suis, pour te donner un exemple, mais c'est du même ordre, je me suis fait engueuler par une voisine et amie parce que j'avais... Oh là là, je vais me faire taper dessus. J'avais jeté des bouteilles en verre dans la poubelle qui n'est pas pour le verre, voilà. Mais parce que le container à verre est à 3 km et que j'avais pas le temps, voilà, etc. Mais ma voisine, en bonne écologique et amie aussi, m'a dit c'est dégueulasse, mais mets-les de côté, tu les emmèneras quand tu peux. Et effectivement, je les ai sortis de la poubelle et je les ai emmenés quand je peux. Mais voilà, c'est-à-dire, ça nous oblige à chaque fois à réfléchir à ce qu'on fait, voilà. Un apprentissage permanent. Toi. Même en retraite, tu peux encore apprendre des choses. Bon, merci beaucoup à Thierry. Alors, tu as fait aussi référence au Slow City. Donc, je vois qu'il y a Philippe Cazeneuve dans la salle. Pour ceux qui viennent ce soir à la conférence gesticulée, nous traiterons de ces sujets-là. Il traitera de ces sujets dans le cadre de la conférence gesticulée sur le rapport accélération et ralentissement. La parole est à vous. Et Camille a déjà le micro dans la main. Patrick. Oui, bonjour, Patrick Bourque, FNE Bourgogne-Franche-Comté. Ce désir d'aller voir ailleurs, il ne date pas d'aujourd'hui. J'imagine que même du temps de la préhistoire, les hommes, à un moment donné, voulaient grimper sur une montagne pour voir ce qui se passait ou aller marcher pour voir ce qui se passait à l'horizon, de l'autre côté de l'horizon. Et aujourd'hui, on se trouve, la question, c'est de la limitation justement de nos désirs, parce que les moyens de mobilité ayant explosé par rapport à ce qui était du temps de la préhistoire, et de se dire, voilà, les limites planétaires nous imposent maintenant à choisir nos mobilités et à les limiter, parce qu'on est 8 milliards d'humains sur Terre et on peut malheureusement pas tous prendre l'avion. Et surtout de l'avion pour le loisir. Oui, vraiment, oui, merci pour votre intervention. Ça me permet un petit clin d'œil bibliographique à un très beau livre d'un collègue spécialiste du tourisme qui s'appelle Désir d'ailleurs, puisque vous avez commencé là-dessus. C'est vrai que c'est un désir qui nous habite tous, voilà, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense néanmoins que
Aujourd'hui, les modernes que nous sommes, par rapport aux sociétés coutumières ou aux sociétés traditionnelles, nous sommes dans un imaginaire sans limite. Ce qui fait qu'on a l'impression que tout est possible. Alors que pour une société coutumière, le monde est limité. Pensez par exemple au film très drôle mais très juste, Les dieux sont tombés sur la tête. C'est-à-dire le monde s'arrête à un moment donné. Voilà, la frontière du monde. Et puis, même sur les déplacements, nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire, si vous avez un passeport français, vous pouvez vous déplacer à peu près partout, sauf dans quelques pays en guerre où on vous conseille de ne pas le faire. Mais voilà, suivant, c'est tout le problème des migrants, c'est-à-dire certains passeports ne permettent pas le déplacement, même si on en rêve. D'autres remarques, questions, témoignages ? Catherine ? Oui, vous avez évoqué la sédentarité et tout ce qui se décline de nos désirs de mobilité ou de nos besoins de mobilité à différentes échelles. Il y a quand même un paradoxe, c'est que la question de la sédentarité par rapport à des modes de vie où on reste chez soi et on a tout ce qui arrive par des systèmes Uber Eats, etc., plus la télé qu'on a... voilà. Et que quand même, il y a un paquet de gens, excusez-moi l'expression, mais qui restent vautrés sur... Alors, je vais être très caricaturale, mais qui a quand même cet aspect-là, qui reste vautrés sur le canapé à s'abreuver d'images, et que... alors qu'en même temps... on se dit, mais il y a des mobilités effrénées. Des fois, on a des déplacements. À quoi sert ce type de déplacement pour aller surconsommer dans des super centres commerciaux ? Donc, je pense qu'en fait, il faut aussi croiser le sens que ça a. Je pense qu'en tant qu'être humain, et Patrick faisait référence à ça, de toute façon, on a besoin de bouger, ne serait-ce que pour satisfaire nos besoins, s'alimenter. On est des animaux sociaux aussi, rencontrer quand même si la télé est une illusion de rencontre. Donc de toute façon, on a besoin de bouger. Et besoin de bouger parce que nous avons un corps aussi qui nous permet de faire ça. Et à force de pas se servir de nos jambes, et là c'est un petit clin d'œil à tout ce qu'on pourra dire aussi au courant de cette journée sur la marche, nous avons des pieds, nous avons des jambes, on peut se déplacer même dans un quotidien de notre époque qui a tendance à vouloir accélérer les choses, mais on peut, en réfléchissant, et là il faut utiliser nos neurones, à se dire mais on peut faire autrement tout en restant dans notre époque et sans se dire ah là là mais c'est pas possible parce que effectivement on n'est pas dans les environnements des peuples autochtones que vous connaissez bien. Et je terminerai mon propos. Combien d'entre nous utilisons souvent notre voiture pour faire, vous parliez d'aller à votre bulle à verre à moins de 3 km, est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre la voiture pour le faire ? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses à se dire, mais c'est simple finalement et à partager. Après, je pense que c'est la représentation mentale et la valorisation de ça. Et j'attends, moi, des gens qui nous gouvernent, de nous montrer des gens qui comptent. Le jour où Mbappé, il ira s'entraîner en vélo, je pense que ça pourra entraîner plein de gens à faire autrement. Bon, voilà. J'avais des propos un peu caricaturaux, mais c'était pour l'instant, il va en avion. Non, mais voilà. Merci. 10 000 pas par jour, selon les recommandations de l'OMS. Je pense qu'on en est loin quand même, parce qu'il faut déjà le faire les 10 000. Oui. Ouais. Merci. Oui. Alors, en tout cas, merci pour cette intervention, parce que ça, vous soulignez une fois de plus les paradoxes. C'est vrai qu'entre le repli sur soi et puis le déplacement qui va permettre les rapports sociaux, etc., il n'y a pas photo. Il y a d'ailleurs en haut, à la salle où on avait le petit déjeuner, un tableau où chacun est invité à mettre un mot sur ce qu'évoque la mobilité. Et il y a une personne qui a mis « rencontre ». Voilà, donc c'est quand même vraiment intéressant. Et puis pour vraiment abonder dans votre sens, un de mes professeurs, un psychiatre catalan, François Tosquiès, disait « on ne marche pas avec sa tête, on marche avec ses pieds ». Ouais.
Bonjour, moi je vais être plus court. Christophe Nouzet de la GENA. Moi j'avais une question. Comment vous expliquez que quand les gens étaient en mobilité, le peuple des Pygmées dont vous parliez là, c'était tout structuré, qu'il y avait de la culture, etc. Et qu'inversement, à partir du moment où ils étaient sédentaires, tout allait mal. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut généraliser ça et se dire que nos sociétés vont plutôt moins mal parce que justement, on se déplace plus. J'espère que vous avez amené vos sacs de couchage parce qu'il y en a pour 3 jours et 3 nuits à vous répondre, parce que la manière dont l'acculturation ou la déculturation se fait, c'est énorme. Il y a plein de paramètres. D'abord, alors en ce qui concerne, il y a une chose qui est terrifiante. Et que les Bantous font comme plein d'autres ont fait, c'est-à-dire si on veut détruire une culture, on fait des écoles. C'est un peu terrible ce que je dis ça, mais l'école, ça peut être la meilleure ou la pire des choses qui peut arriver à un enfant. Mais quand c'est l'école des Bantous qui s'impose aux jeunes Batois, eh bien c'est les valeurs Bantous qui s'imposent aux Batois. Et on le retrouve dans plein d'autres sociétés qui ont souffert de déculturation. Voilà. Et puis avec tout ce qui va après, la violence, la précarité, la prostitution, l'alcoolisme, la toxicomanie. Les Batois ne sont pas encore là, mais ils sont dans un état psychique, ceux qui sont sédentarisés, qui sont terrifiants. Mais par exemple, un truc juste pour vous donner juste un exemple, parce qu'il y en aurait beaucoup, les Bantous les obligent à être cultivateurs, alors que c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs. Ça n'a absolument aucun sens de cultiver la terre pour eux. Voilà. Ils ont un rapport au temps qui n'est pas le même. Ils ont un rapport aux échanges qui n'est pas le même. Ils se font voler tout le temps. Ils ont un rapport... Ils n'ont pas le même sens politique du pouvoir. C'est-à-dire, chez les Bantous, le chef du village, il est chef de manière générationnelle. Son père a été chef, son grand-père a été chef, etc. Les Batois, ils n'ont pas envie de... Ils savent qu'il faut un peu organiser, donc ils nomment des petits représentants entre eux pour gérer quand même un peu la chose, quoi. Mais ils espèrent très vite que, un peu comme le président, il ne va pas laisser sa place à un autre président, parce qu'il faut que ça tourne, cette affaire-là. Et donc, et là encore, ça pose un problème, parce que du coup, c'est beaucoup plus démocratique, au sens noble de la démocratie, que le système bantou. Les Batois, pour vous faire rêver un peu, ils ont 3 représentants qui se proposent et qui laisseront leur place après à d'autres. Ils ont le représentant des hommes, le représentant des femmes et le représentant des jeunes. Et c'est ces 3 représentants qui constituent le Conseil des sages pendant un temps. Et puis après, ça change. Voilà. Vous voyez donc le choc culturel et social d'une rencontre forcée et contrainte avec un groupe qui fonctionne tellement différemment. Bien. S'il n'y a plus de questions, de remarques, ça m'arrange. Ça ne m'arrange pas, mais on va quand même la prendre. Parce qu'on avait presque rattrapé le temps. Parce qu'il faut qu'on accélère, vous savez bien, ça va être la journée. Pardon, désolé. Merci. Hélène Chaubaud du Pays Val-de-Loire-Nivernais. Moi, j'avais une question sur le volet rites de passage. Vous avez surtout parlé des rites de passage de l'enfance, jeunesse, âge adulte. Qu'est-ce que ça serait les rites de passage plutôt, on va dire, adultes, seniors, ou ce groupe-là entre 60 et 75 ans, qui est très large finalement. Et quelle est un peu la place de la mobilité dans ce passage-là? Est-ce que la perte, dans certains cas de la mobilité, ça peut être considéré comme un rite de passage, ou en tout cas comme un élément d'entrée dans un autre âge? Alors, oui. Il va falloir que je me mette au travail, parce que effectivement, pour ma part, j'ai surtout travaillé. Alors les rites de passage, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers, peut-être des millions. C'est-à-dire la définition la plus simple du rite de passage, c'est la manière dont les hommes et les femmes affrontent collectivement les épreuves de la vie. C'est ça, un rite de passage. Donc les rites de passage les plus connus, c'est la naissance, le passage à l'âge adulte, le mariage et la mort. Mais il y a plein d'autres rites de passage, de la guerre à la paix, par exemple, voilà, d'un statut à un autre. Et donc, effectivement, il peut y avoir
il y a par exemple dans les sociétés Congo des rites de passage pour passer de l'enfance à un premier âge de l'âge adulte. Il y a plusieurs passages. Alors, mais j'avoue que je n'ai pas étudié les rites de passage au grand âge. Mais il faudrait regarder, tu citais Van Gennep, qui est l'inventeur du concept de rite de passage. Van Gennep a écrit les rites de passage en 1909, mais on connaît beaucoup moins ce qu'il a fait en même temps. C'est le manuel du folklore français, qui fait 24 volumes, et qui étudie les rites de passage suivant les âges, y compris d'ailleurs dans les arts et traditions populaires de nos régions. Voilà. Et il y avait des manières de penser le passage. Voilà. Donc là, on trouverait certainement des pistes pour répondre à votre question. Voilà. Je vais regarder en rentrant. Donc. C'est ça, ça fait un chantier de plus à travailler par la suite. Elle est vraiment la dernière des dernières, parce que nous sommes très sympathiques. Et Camille fait aussi sa mobilité. Tu auras tes 10 000 pas à la fin de la journée. Oui, bonjour Pascal Blin. Une petite question avant que vous nous laissiez la place à d'autres orateurs sur la notion de besoin. Moi, je m'interroge sur comment un peuple nomade vit sa mobilité. Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est justement au contraire une manière, vous avez dit tout à l'heure, d'habiter l'espace? Moi, ça me plaît bien. Et quand je compare avec ma propre modeste vie personnelle, je me dis, moi, je suis dans un monde complètement contraint. Si je me déplace, c'est par obligation, c'est rarement choisi, même si on me vend beaucoup de rêves pour dépasser les limites et aller à de nouvelles frontières. Aujourd'hui, dans mon quotidien, je me déplace énormément en kilomètres et en temps parce que là où je vis, il n'y a pas ce qu'il faut pour me nourrir, il n'y a pas ce qu'il faut pour me faire travailler, il n'y a pas ce qu'il faut pour me permettre de m'habiller, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est pas des besoins. Me nourrir, m'habiller, me loger, travailler accessoirement, ce sont des besoins, mais me déplacer, j'ai du mal à le vivre comme un besoin plutôt comme une contrainte imposée par un système qui m'échappe, ou en partie m'échappe beaucoup, puisque c'est l'urbanisme, c'est la politique au sens de la gestion de la cité, qui m'impose finalement de vivre ailleurs que là où je travaille, où je consomme, etc. Donc j'aurais aimé avoir le regard justement du peuple nomade, et on peut parler des Roms comme on peut parler des Africains. Alors, question philosophique, tu as 3 heures. La mobilité est-elle un besoin? Peut-être pour être plus court, uniquement sur les Batois. Les Batois ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils vivent dans une forêt qui est riche. C'est-à-dire il y a du gibier en abondance, il y a des cours d'eau pour la pêche, il y a des fruits, il y a du miel, du coup vraiment ils n'ont aucune difficulté. Donc alors ce qui est par contre ils ont une pharmacopée extraordinaire, donc parfois ils se déplacent parce qu'ils ont besoin de certaines plantes et qu'ils savent que dans tel endroit il y en a. Il y a des espaces dans la forêt qui sont réservés, qui sont magico-religieux. Donc c'est dans ces espaces-là, on va pour des rites, des cérémonies particulières. Et ce qui me frappe quand même, c'est qu'ils bougent beaucoup. Mais de manière presque, je dirais presque, ils peuvent bouger parce qu'il y a un intérêt à aller à tel endroit à un moment donné, mais ils bougent aussi parfois simplement par plaisir, parce qu'ils ont envie de bouger, de pas trop s'installer. Ils n'aiment pas rester en place trop longtemps. Par contre, ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, si on regarde un peu leur déplacement, c'est des cercles concentriques. Il y a toujours un moment où finalement ils reviennent. Et d'ailleurs, heureusement, ça m'arrange parce qu'ils vont revenir. Je sais qu'ils vont revenir à peu près à cet endroit-là au moment où j'y serai, quoi. Mais c'est presque. Je ne sais même pas si c'est véritablement conscient ou si c'est simplement un mode de déambulation. Je pense à un pédagogue de Ligny qui avait étudié, qui avait accueilli dans un village des Cévennes des enfants autistes qui ont vieilli et qui ont grandi avec lui. Et il traçait les cercles concentriques de déplacement. Et j'y pensais un peu. Alors, je ne dis pas que les Batois sont autistes, mais il y a quelque chose comme ça dans les déplacements qui ne sont pas tout à fait sans sens, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Mais ce n'est pas le besoin, en tout cas. Voilà.
Bien, merci encore Thierry Gogel d'Alondan.